Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Iko with Chai. C'est le 10e épisode déjà. Et aujourd'hui, le sujet c'est choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire. Si vous découvrez le podcast pour la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Shenaz Mourtari, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je pratique en tant que psychologue au Maroc en cabinet privé, mais je suis surtout à distance. Donc, j'ai pas mal travaillé avec des organisations internationales, des ONG, des associations, et je pratique depuis maintenant 9 ans. Choisir le bon ou la bonne partenaire, c'est un sacré sujet. Surtout que de nos jours, on remarque que c'est encore de plus en plus compliqué de rencontrer la bonne personne. La grande majorité des personnes qui viennent consulter me disent et m'exposent leurs problématiques de soit ne pas s'entendre avec les personnes avec qui ils rencontrent, un problème de compatibilité, on a l'impression qu'on a des langages d'amour différents, qu'on vient de milieux différents, etc., etc. Mais ce qui remonte le plus, c'est que tout le monde a cette impression, je pense, en tout cas c'est ce qui revient le plus dans les discussions, mais tout le monde a cette impression que on est de plus en plus égoïste, que les femmes peut-être ont cette tendance à vouloir un peu plus de liberté, moins le sens du sacrifice, les hommes ont cette tendance à ne pas vouloir s'engager ou avoir carrément la peur de l'engagement. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? C'est ce que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout ce qu'on entend maintenant est réellement devenu une réalité? Des fois, je le vois, mais des fois, je me dis que peut-être que non. Peut-être qu'on s'est monté la tête. Peut-être que il y a un peu de vérité, oui, mais je pense qu'on a tellement nourri ça. Et surtout avec les réseaux sociaux, on a tellement nourri, on va dire, cette peur qui a toujours été là. Je pense que oui, les hommes et les femmes ont toujours eu peur de s'engager. L'humain a peur de s'engager. L'être humain tient à sa liberté. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait peur de s'engager. Mais avec la bonne personne, on n'est pas censé avoir peur. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de témoignages que j'aurai l'occasion de partager avec vous durant cet épisode qui nous prouvera ou quelque part qui nous confirmera et nous rassurera aussi sur le fait que quand c'est la bonne personne, on n'a pas peur et on a envie. Tout à l'heure en séance, une patiente m'a posé une question qu'on m'a jamais posée. D'ailleurs, c'est surprenant parce qu'on me l'a jamais posée. En fait, quand elle m'a posée, je me suis dit, c'est fou comment dans ce métier, on est toujours surpris. Alors, elle m'a dit, ça fait des jours et des jours que quand je scrolle, je vois cette fameuse phrase qui défile de avant de pouvoir aimer quelqu'un, assure-toi de t'aimer toi-même. Je lui dis oui, c'est vrai. On la voit énormément défiler sur les réseaux. Elle m'a dit ok, mais comment je vais savoir que je m'aime? Et c'est incroyable parce qu'on n'a pas tendance à se poser cette question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, on n'ose pas la poser. On n'ose pas la poser à notre entourage, aux gens qui nous connaissent. Et en tout cas, je crois que c'est la première fois que un patient ou une patiente, en tout cas que cette patiente me pose cette question-là. Pas elle, mais en général. Et c'est fou comment, des fois, les questions simples, elles représentent une solution. Elles représentent la clé. Ce que je lui ai répondu, c'est que déjà en couple, parce que voilà, le contexte était par rapport au couple, et c'est notre sujet, c'est dans un couple, c'est important de s'assurer que quand je fais les choses, certes, je les fais par amour, mais je ne les fais pas que pour toi, je les fais parce que moi, ça me fait plaisir. Je ne les fais pas parce que à la fin, j'ai ce besoin de reconnaissance, j'ai ce besoin que toi, tu me félicites ou que tu me valides et que si toi, en fait, tu n'es pas content, comme moi, en fait, j'ai envie de te voir content, de te voir contente, ben, en fait, ça va invalider tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un point important dans le sens où quand on apprend à faire les choses pour soi, et je pense que c'est ce que cette phrase veut dire de assure-toi de t'aimer toi-même avant de voir ou de vouloir aimer quelqu'un d'autre, c'est dans le sens où apprends les bases avec toi-même. Apprends à connaître ton langage d'amour, apprends à instaurer des limites, apprends à t'assurer que tu n'es pas en train de choisir quelqu'un parce qu'il n'a pas ça ou ça ou ça. Vous savez, la phrase que j'entends le plus en thérapie, c'est si j'ai choisi mon mari, c'est parce qu'il ne ressemblait pas à mon père. Si j'ai choisi ma femme, c'est parce qu'elle ne ressemblait pas à ma mère. Ou bien l'inverse. Si j'ai choisi mon mari, c'est parce qu'il ressemblait à mon père.
Si j'ai choisi ma femme, c'est parce que elle ressemble à ma mère ou bien elle me rassure comme ma mère, etc., etc. Et en fait, très important de mon expérience de ne pas rechercher nos parents en nos partenaires. Je répète, c'est très important de ne pas rechercher nos parents en nos partenaires. Rappelez-vous très bien de cette phrase parce que je vais y revenir en vous parlant d'énormément de choses. Et vous allez comprendre à quel point ça peut représenter la base, mais vraiment la base de la construction d'un couple. Ce qui m'amène à vous parler de l'étape 1. Alors, l'étape 1 pour moi. Alors, je vous ai fait un petit résumé de mes recherches. J'ai relu pas mal de dossiers, bien évidemment. J'ai relu aussi toutes mes notes que je rassemble au fur et à mesure pour pouvoir, bien sûr, faire du contenu par rapport à mes podcasts. Et le premier point, ou bien on va dire la première étape, c'est pose-toi cette question. Qui es-tu en train de chercher? C'est-à-dire, généralement, quand on rencontre quelqu'un, on pense qu'on cherche personne. Et quand je dis chercher, pas dans le sens essayer de dater ou bien de faire des rencontres ou bien... Non, pas ça. Pas en mode je cherche à être avec quelqu'un. Mais quand je dis qui cherches-tu, c'est dans le sens qui cherches-tu en cette personne que tu as déjà rencontrée. Souvent, les gens, ils idéalisent cette personne qu'ils ont rencontrée. Ils sont beaucoup dans le potentiel et en tout cas, je pense que maintenant, tout le monde est d'accord, tout le monde a compris ce point-là. Je vois un peu autour de moi que les gens sont de plus en plus conscients que je ne peux pas vivre dans le potentiel avec quelqu'un, je ne peux pas me marier, faire des enfants, construire carrément une vie de famille juste sur la base d'un potentiel. On n'est pas encore arrivé à un idéal où effectivement ça va nous faire éviter, on va dire, des déceptions et tout. Les gens continuent quand même d'essayer et de tenter, mais je trouve que franchement, on avance pas mal. Alors, quand je dis qui cherches-tu, souvent, et ça c'est tout à fait naturel, et ça vient de nos traumas, ça vient de nos relations souvent conflictuelles avec nos parents, et des fois aussi avec nos frères et sœurs, mais très souvent avec nos parents. Des fois, on cherche nos parents, on ses partenaires de vie. On cherche ce dont on a manqué avec eux, un manque affectif. Et vous savez, ce que je vois le plus, c'est des schémas qui se répètent. Cette blessure qui a été causée par ma relation ou par mon lien avec ma mère ou avec mon père, en devenant adulte, je pense que je peux chercher ça ailleurs chez quelqu'un d'autre, que je vais revivre le même schéma, mais que cette fois-ci, ça va être différent. Pourquoi? Parce que mon cerveau va me faire croire que maintenant que je suis devenue adulte, mais au fond de moi, je suis encore un enfant parce que je continue à fonctionner de la même manière et je veux guérir cette blessure que j'ai eue quand j'étais petit. Et c'est là, en fait, où on est dans un clivage. Le clivage, ça veut dire, c'est un pur terme psychanalytique qui veut dire que c'est comme si on est dans un double discours, dans un comportement complètement contradictoire avec soi. Deux choses complètement différentes, mais je veux faire les deux en même temps. Je suis dans ce clivage. En fait, je cherche à guérir cette part en moi, cette blessure que j'ai eue ayant été petit. Et maintenant, désespérément, je pense qu'avec cette nouvelle personne que je viens de rencontrer, je vais guérir de toutes mes blessures et que ça va aller. Et c'est là, en fait, où ça peut faire super mal. Des fois, ça peut fonctionner, attention. Il y a des couples, en fait, qui arrivent à trouver un équilibre, qui tombent amoureux et qui se rapprochent parce qu'ils ont vécu des traumas dans leur enfance qui les a rapprochés par la suite. Ça les a fait grandir ensemble. Mais il faut juste s'assurer que vous êtes en train de parler le même langage, que tous les deux, vous êtes d'accord sur le fait que vous avez certaines blessures, que vous avez certains traumas, et que le fait de vous être retrouvés tous les deux fait que ça vous aide à aller mieux. Oui, ça peut fonctionner. Mais il faut juste en parler, il faut communiquer là-dessus et être d'accord. Mais vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un. Oui, j'ai bien dit utiliser. Parce que souvent, on utilise cette personne. Même si vous avez été la personne qui a fini par souffrir. Même si vous avez été la personne qui, à la fin de la relation, vous avez eu cette impression d'avoir été abandonné, trahi, que vous avez peut-être même été trahi. Vous avez été déçu, vous avez été trompé.
vous avez été abandonné, bah, souvent, enfin, désolée de vous le dire, et je sais à quel point ça fait mal, surtout quand on le découvre en processus thérapeutique, bah, des fois, en fait, on s'est amené, on s'est mené en bateau aussi, afin d'arriver à ce point où on s'est menti, où on a utilisé l'autre depuis le début en se disant: «Cette personne va me permettre de faire ça et ça et ça et de cocher ces cases». Et avec cette personne, j'arrive à être en colère parce que je suis en colère envers mes parents. Et donc avec cette personne, c'est tellement toxique et c'est tellement malsain que je pourrais sortir toute cette colère et toute cette toxicité. Et je vais souffrir avec cette personne. Et cette personne va me malmener et elle va se comporter mal avec moi afin que je puisse me contempler et contempler cette position de victime dans laquelle je suis et de me dire: «Ah bah tu vois, bah il y a le même schéma qui se répète». C'est là où on a 2 types de personnes ou bien 2 types de pensées. Soit on est en mode: «D'accord, même si c'est la même chose qui se répète, mais regarde, on est en train de vivre la même blessure. C'est une personne qui me fait ça et ça et ça et ça», comme par exemple mon père ou ma mère ou cette personne qui a été responsable de mes blessures quand j'étais plus jeune, mais la fin va être différente. Ou bien, il y a aussi, j'ai remarqué et j'ai relevé pas mal d'histoires pareilles, des personnes qui sont dans des relations pareilles et qui veulent que ça finisse mal pour se donner raison et pour se dire: «Ah ben, en fait, il y a rien qui change». Mais j'ai envie de vous dire, si vous vous reconnaissez dans des schémas pareils, surtout dans le dernier, pourquoi? Pourquoi on se fait subir ça? Pourquoi on se fait du mal au point de s'auto-saboter, de s'auto-détruire et de se faire subir la même blessure? Encore et encore et encore. Et c'est là, en fait, où il faut apprendre à travailler ses limites avec soi. Travailler ses limites avec soi nous fait amener au deuxième point que je voulais discuter avec vous. Et c'est l'importance de travailler ses liens. Les liens avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand nos liens ne sont pas clairs, quand on subit encore le comportement de un de nos parents ou bien des deux, quand on se sent responsable de notre sœur ou de notre frère ou d'un membre de notre famille et c'est une responsabilité très, très, très lourde. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on soit responsable de nos proches. Je conçois le fait. Voilà, il y a des situations dans lesquelles on se doit d'être responsable de quelqu'un de notre famille parce que cette personne ne peut pas prendre soin d'elle ou parce que cette personne n'a jamais appris à prendre soin d'elle. Moi, je ne suis pas dans cette optique d'abandonner les gens ou bien de se dire non, mais chacun doit penser qu'à soi et tout. Pas du tout. En tout cas, voilà, ce podcast est ouvert à tout le monde. Je reste très consciente et très réaliste sur le fait que moi, de mes origines, de comment j'ai été éduquée, de ma culture, moi, comment je vois les choses, mais je ne l'impose pas, bien sûr. En tout cas, je fais partie d'un milieu, d'un environnement où ma famille, mes amis, en croient en le fait et on a des valeurs et des principes qui nous rattachent l'un à l'autre, dans le sens où on vit, voilà, quand je dis on vit ensemble, ça veut dire qu'on a ce besoin d'être en famille, on a ce besoin de se soutenir, on a ce besoin si un de mes proches a un besoin précis, je suis là pour lui. Si un de mes proches a besoin de loger quelque part, bien évidemment, je lui ouvrirai les portes. Il faut toujours se référer à sa culture, à condition de ne pas la subir non plus. Il y a toujours, toujours des limites. Voilà, c'était une parenthèse qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais je voulais quand même parler de ce point-là. Alors, l'importance de travailler ces liens, c'est quelque chose que je vois tous les jours et que j'observe dans mon quotidien en tant que psychologue, dans le sens où beaucoup de personnes durant la thérapie, mais vraiment, j'ai envie de vous dire tout le monde, honnêtement, j'ai envie de vous dire tout le monde, se rend compte que avec son partenaire ou avec sa partenaire de vie, on est souvent en train de chercher notre père ou notre mère ou même un frère ou une sœur. C'est ce qu'on appelle des projections, dans le sens où j'ai manqué de quelque chose avec ma mère ou j'ai manqué de quelque chose avec mon père et j'essaie désespérément de la chercher avec quelqu'un. Essayez juste de clarifier les points qui sont encore, on va dire, pas très clairs entre vos parents et vous, entre vos frères et sœurs et vous. Après, j'insiste sur le fait que
en tout cas, de mes recherches et de ce que je relève, ce qui est le plus impactant, c'est surtout la relation avec les parents. J'ai plein d'exemples, vraiment, et j'essaie d'en choisir un qui vous parlera au maximum. Je discutais avec une patiente et je lui ai demandé pourquoi, à ton avis, tu t'es retrouvée mariée avec des enfants avec cet homme-là. Et elle me dit, mais je sais pourquoi je suis avec lui. Je sais parfaitement pourquoi je suis avec cet homme-là. Donc, elle me raconte son histoire sans pour autant trop rentrer dans les détails. Elle a compris que, ayant rencontré cet homme-là jeune, elle avait ce besoin de protection parce qu'elle l'a pas eu, parce qu'elle avait perdu son père jeune. Mais c'était pas ça le problème. Le problème n'était pas dans le fait qu'elle ait perdu son père jeune. Le problème était dans le discours de sa mère. Je m'explique. Sa maman l'a fait grandir en lui répétant tout le temps: si ton père était là, on n'aurait pas eu ce problème. Si ton père était là, ton frère ou ta sœur ne se serait pas comporté de cette sorte. Et ça se répétait tout le temps. Donc dans sa tête, c'était: je grandis avec non seulement l'absence de mon père, mais en fait, je grandis avec l'insécurité, avec une faiblesse, avec une vulnérabilité, avec le fait qu'on soit exposé à une société qui va ne faire que nous juger et qui, pour elle, on va toujours être manquante. Et c'est très important le discours qu'on tient auprès de nos enfants. Parce qu'un enfant, c'est là où il est en train de découvrir le monde. C'est à travers ce que vous êtes en train de lui dire. Ça, c'est très important. Un enfant, il ne voit le monde qu'à travers les paroles, les faits et gestes et les yeux de ses parents. C'est comme ça qu'il découvre le monde. Et c'est très important du discours, vos actions, votre comportement face à vos enfants. Et c'est là on voit que ça a un grand impact. Donc cette femme, étant petite, elle est grandie en étant effrayée par le monde. Et la première chose qu'elle s'est dite, et bien sûr elle n'était pas consciente à l'époque, parce qu'elle était encore très jeune quand elle entendait ça. Et quand elle écoutait sa mère pleurer, se plaindre et répéter tout le temps, et limite elle me disait, j'avais l'impression qu'elle me faisait culpabiliser. En tout cas, c'était comme ça qu'elle le vivait. La première chose qu'elle avait en tête, qu'elle devait se trouver un homme qui allait la protéger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est pas ça le plus, on va dire, c'est pas ça le plus, on va dire, j'ai pas envie de dire malheureux, j'aime pas ce mot, mais on va dire que c'est pas ça le plus triste. Voilà. Je trouve que la tristesse, ça reste ponctuel, elle peut changer, donc j'aime pas choisir des termes qui sont fatals. Non seulement, voilà, elle s'est pas posé les bonnes questions avant de choisir son partenaire. En tout cas, pour moi, c'est pas un choix parce que quand tu te maries très jeune, franchement, tu es encore un bébé. Tu es pas du tout consciente ni conscient de ce que tu es en train de faire. Mais jusqu'à maintenant, après des années de mariage, elle ne se pose même pas la question si elle aime son mari. Elle ne se pose même pas la question de si cette personne lui apporte certaines choses. Si cette personne, elle, voilà, est-ce qu'elle a vraiment une place constructive dans sa propre vie? C'est vraiment dommage parce que peut-être que cet homme aussi, peut-être que c'est quelqu'un de bien, dans le sens où peut-être qu'il aurait pu, euh, lui aussi, parce que je vais vous expliquer certaines choses sans pour autant rentrer trop dans les détails, mais le souci, c'est que en analysant cette histoire, et d'ailleurs on en a parlé, elle et moi, la dernière fois, et je lui ai dit, bah, peut-être que si ton comportement était différent, peut-être que ton mari ne serait pas celui qu'il est maintenant. Et elle était d'accord, elle m'a dit oui. Je pense que oui. Dans le sens où il est beaucoup dans le contrôle, toutes les décisions doivent passer par lui. Il se permet de prendre des décisions sans pour autant lui demander. Euh, mais c'est ce que je lui ai dit, c'est que peut-être que si elle avait instauré certaines règles avant, si elle avait instauré de la communication avant, bah, peut-être que ça aurait été différent. Peut-être qu'ils seraient maintenant partenaires tous les deux. Mais le problème ne vient ni d'elle ni de lui. Le problème, il vient dans le fait que si cette femme, auparavant, elle avait été accompagnée, elle avait été rassurée et assurée
si sa maman avait tenu son rôle de mère, et encore une fois, je ne blâme pas les mamans, pas du tout, parce que elle-même, elle a été victime, voilà, sûrement d'une société qui juge, d'une société qui ne soutient pas une femme qui n'a plus de mari, etc., etc. C'est des cycles malheureusement qui se répètent, mais on essaie juste là, bien évidemment, avec toute la bienveillance du monde, de comprendre, d'analyser, d'interpréter et d'explorer où est-ce que nos dysfonctionnements en fait se trouvent. Donc pour revenir à cette dame, ce qui est dommage, c'est que à une époque où elle devait se faire d'elle-même, apprendre à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle recherche, ce qu'elle ne recherche pas, c'est sa détresse et c'est sa peur qui l'a menée à non seulement choisir une personne sans se poser la question si c'est cette personne qu'elle veut, et à se positionner dans le couple comme le maillon faible. Parce que c'est elle qui a choisi cette position. Ce n'est que maintenant qu'elle est arrivée à un âge mûr, quand je dis mûr, où voilà, où elle a de l'expérience maintenant professionnelle. Ce qui est super quand même dans l'histoire de cette femme, c'est que mmh, elle a vraiment bien réussi. Donc et c'est là on voit que c'est une femme qui a quand même beaucoup de potentiel et elle peut arriver vraiment là où elle a jamais peut-être pu s'imaginer arriver. Mais elle va le faire, elle va y arriver. Moi, je crois en le fait qu'avec la thérapie, on peut atterrir et on peut aller là où on veut. Voilà, c'est un peu dommage dans le sens où elle ne s'est pas posé les bonnes questions parce qu'on lui a jamais appris ça. Mais en même temps, c'est là où vous voyez en fait, quand on voit des modèles de couple pareils, on se rend compte à quel point on peut faire du mal à l'autre, on peut se faire du mal à soi et on peut faire du mal en fait à la relation. Et ça, c'est vraiment, ça, je trouve que c'est game changer. Alors, on arrive au troisième point qui est assurez-vous de ne devoir et de ne vouloir sauver personne. Je m'explique. Ce que je vois le plus souvent aussi, c'est des personnes qui tiennent à sauver d'autres personnes. Quand je leur dis quand je leur dis pourquoi vous avez choisi cette personne, pourquoi vous avez choisi d'être en couple avec cette personne, pourquoi vous pensez aimer cette personne, pourquoi vous vous êtes mariés, etc., etc. Ils me disent, mais elle avait besoin de moi, ou il avait besoin de moi, il était mal, elle était mal, je veux lui trouver un meilleur job, je veux qu'elle ait ce diplôme, je veux qu'elle change de boulot, on la respecte pas assez dans son job, je veux qu'elle quitte cette association, je ne veux plus qu'elle reste avec cet associé ou qu'il ne reste plus avec cet associé, etc., etc. Donc, j'en entends plein des histoires pareilles. Et je leur dis, mais vous n'avez pas à avoir cette position-là. Vous pouvez pas vouloir des choses à la place de votre partenaire. Et plus on creuse, et plus on revient, vraiment la plupart du temps, on revient à des histoires où c'était le père ou la mère, très souvent le père, qui a vécu une mauvaise histoire quand il était plus jeune, soit avant que les enfants arrivent, ou bien souvent quand la personne était déjà là, ça veut dire que qu'on a vu un de nos parents vivre une expérience professionnelle qui l'a détruit. Ça arrive. Ça arrive que de voir un de nos parents, ou surtout nos pères, vivre des difficultés financières. J'ai déjà vu des personnes voir leur père rentrer en prison, faire faillite, perdre tout leur argent, rencontrer des escrocs et se faire escroquer et perdre vraiment tout leur capital et toute leur richesse et perdre leur job aussi. Et ça, c'est des expériences en fait qui sont traumatisantes parce que et plus jeune on est et peut-être moins on nous explique les choses et plus notre angoisse elle est énorme parce qu'on ne fait que voir qu'il y a un changement, qu'il y a peut-être des problèmes dans la famille, que peut-être nos parents se disputent, que peut-être la maman elle doit commencer à travailler. Enfin, il y a plein de situations pareilles, mais ça c'est les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Et avec ces personnes-là, quand on creuse, elles se rendent compte que à travers ces expériences qu'elles ont vécues ou bien ces traumas qu'ils ont de leur enfance ou bien même de leur adolescence, ils cherchent à sauver d'autres personnes en se disant: «Il y a des similitudes entre cette personne et entre comment
mon père ou ma mère a été durant cette période-là. Donc, ils se basent que sur ce moment-là et ils en font une fixette et ils se disent: «Ah bah, c'est bon, cette personne, je vais la sauver et elle va pas répéter la même histoire, maintenant ça va être différent». Mais non, non, c'est là où vous devez vous arrêter. C'est là où vous devez vous poser la question: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Je tiens à clarifier un point. Je suis pas en train de dire que si vous rencontrez une personne et que tout se passe bien et que voilà, genre vous entendez super bien, vous êtes complémentaires et vous pensez vraiment que c'est la bonne personne et que cette personne est en train de traverser une période difficile, vous devez la quitter. Non, surtout pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que ce que je suis en train de vi ce que je suis en train de dire, c'est que vous ne devez pas choisir quelqu'un juste parce qu'il vous rappelle quelque chose ou une période de votre vie que vous avez dans laquelle vous avez subi et vous avez mal et vous allez utiliser cette personne en la choisissant pour revivre le même cycle avec elle, mais pour essayer de changer les choses ou bien au contraire pour vous faire du mal. J'espère vraiment que ce point-là est clair parce que c'est très important. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il nous rappelle une partie de notre vie et on le prend, on l'utilise, on revit cette partie de la vie en espérant une fin différente ou bien en voulant avoir mal encore plus parce que oui, on a tendance à se faire du mal exprès. Donc vous l'avez compris, je pense, vous n'avez à sauver personne. Une relation, elle n'est pas là afin que l'on vive de drame ou qu'on la nourrisse de drame. Croyez-moi, la vie, elle est assez compliquée comme ça. Mais essayez de ne pas en faire, on va dire, le point de départ ou bien la source, le noyau de votre relation. On mérite tous mieux que ça. Le point suivant, et c'est vraiment pour ce point-là que j'ai décidé de faire cet épisode-là, c'est assure-toi de ne pas ressentir de l'anxiété avec ton partenaire ou avec ta partenaire. C'est-à-dire, je vois de plus en plus énormément de personnes vivant dans l'anxiété en étant en couple. Quand je les entends, ils se trouvent ou elles se trouvent toutes les excuses du monde pour dire que l'anxiété vient du boulot, à cause des études, des parents, d'un collègue ou d'une collègue toxique, etc., d'un directeur, d'un supérieur, d'un manager qui ne se comporte pas bien avec eux, mais que le problème, en fait, il est chez eux. Le problème, il est avec la personne avec qui ils vivent. Et ça leur prend un temps assez considérable en thérapie pour réaliser que cette anxiété qu'ils ou qu'elles ressentent, elle vient voilà, elle vient de leur partenaire de vie. Et on n'a pas à vivre dans l'anxiété. On n'a pas, en fait, à se sentir nerveux tout le temps, à sentir qu'on est crispé, à sentir que il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à comment on va le dire, à comment on va formuler nos pensées, nos émotions, à comment je vais m'exprimer, à est-ce que je peux m'exprimer ou pas? Bah, peut-être que non, c'est pas le moment pour, qu'il ou qu'elle ressente ça. Peut-être que je non, non. Dans un couple, on est censé se soutenir, on n'est pas censé déborder, oui, je suis d'accord. Mais quand je parle d'anxiété, c'est dans le sens où vous allez toujours être sur la retenue, où vous allez toujours faire attention à comment vous vous habillez, à comment vous vous comportez, à comment vous allez parler avec tel ou tel ami et de se sentir constamment jugé. Je reçois très souvent des personnes et surtout des femmes qui me disent, «Mon copain ou mon fiancé, ou même mon mari n'aime pas que je parle comme ça. N'aime pas que, par exemple, j'ai déjeuné avec des collègues. N'aime pas parce que j'ai envie de faire un voyage avec des copines», et cetera et cetera. Moi, je dis pas qu'il faut que vous le fassiez. Franchement, chacun de nous a le droit de vivre comme il veut. Là, n'oublions pas qu'on est dans un espace neutre et bienveillant dans le sens où chacun de nous a la liberté de vivre comme il le souhaite. Mais si vous, vous êtes quelqu'un qui fonctionnez de sorte à ce que vous avez l'habitude de voyager avec vos amis, vous avez l'habitude d'avoir certains rituels, d'avoir certaines habitudes, d'avoir certains fonctionnements, ne cassez pas et ne changez pas votre fonctionnement pour quelqu'un d'autre. Pas dans le sens où non, je ne veux pas me sacrifier. Ça, c'est pas des sacrifices, croyez-moi. C'est pas ça, se sacrifier. Et en plus, dans un couple, on ne fait pas des sacrifices, en tout cas pas au début. Dans un couple, on fait des concessions. Ça veut dire que je donne un peu de moi, tu donnes un peu de toi, et on se rejoint au milieu.
Mais il n'y a pas de je te donne tout en espérant qu'un jour tu me donnes. Non. Parce que là aussi, c'est injuste envers l'autre personne. Oui, oui, je dis bien envers l'autre personne. Parce que quand vous donnez tout, déjà l'autre personne ne vous a rien demandé. Peut-être qu'elle n'est pas prête à recevoir autant. Et le jour où vous allez lui dire, moi j'ai fait ça et ça et ça et ça, bah elle aura l'impression que vous avez parcouru une longue distance, que elle n'en savait rien du tout. Et elle va se dire, mais pour rattraper toutes ces distances, mais il va m'en falloir beaucoup. Donc ne vous en voulez pas quand vous sentez que votre partenaire, il a envie de fuir, ou bien qu'il se sent étouffé ou qu'elle se sent étouffée, ou bien qu'il ou qu'elle a l'impression que c'est beaucoup pour lui. Si vous en avez beaucoup fait et qu'après vous venez vous imposer à l'autre, vous lui dites oui, moi j'ai fait ça et ça et ça et ça, bah l'autre personne en fait, elle va être surprise parce qu'elle va se dire mais quand est-ce que tout ça s'est passé? Moi j'ai pas eu le temps et j'ai pas vu et j'ai pas compris de comment on en est arrivé à ce point où il y a autant d'écart, où l'autre a fait autant d'efforts et que moi j'ai rien fait. Et en plus maintenant elle est où il est dans l'attente, mais comment je vais faire? En fait, c'est comme ça que ça résonne dans le cerveau de l'autre personne. C'est pas qu'elle vous rejette, c'est pas qu'elle vous dit non, mais c'est qu'elle ne comprend pas. C'est que vous avez pris une longueur d'avance sur elle, mais vraiment, voyez-la comme quelqu'un qui va courir, qui va partir super méga loin et qui, au bout de 20 kilomètres, il va t'appeler, il va te dire viens maintenant, 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 je peux pas rester là tout seul. Moi, je suis arrivée jusque-là pour toi, il faut que tu viennes maintenant. Parce que 20 kilomètres, c'est énorme en fait, mais je peux pas la faire comme ça d'une traite. C'est comme ça que vous devez visualiser les choses, vraiment. Essayez de faire cet exercice et je pense que ça va vous aider à vous faire comprendre énormément de points. Vu que j'ai fait cet épisode-là pour parler de l'anxiété dans le couple, donc je vais y rester un tout petit peu. Quand je parle d'anxiété aussi, c'est quand vous essayez ou bien vous commencez à ne plus être vous-même. C'est-à-dire à commencer à vous désengager de vos activités, à vous désengager de vos moments avec vos amis, avec votre famille. Je crois que tout le monde a vécu ça, dans le sens où quand on commence une nouvelle relation, on commence un peu à s'éloigner de nos proches, de nos amis. D'ailleurs, il y a même une blague qui se dit entre amis en mode ah, on te voit plus trop, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Parce que très souvent, c'est le cas. Ou bien ah, cette personne, elle publie plus beaucoup, on la voit plus beaucoup. Bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Parce que oui, quand une personne, elle arrive dans notre vie, elle prend beaucoup d'espace. Mais je me suis très souvent posé la question, est-ce que c'est censé arriver comme ça à chaque fois? Peut-être que non. Une personne, elle n'est pas censée en fait s'accaparer tout notre espace. Et je ne pense pas honnêtement que quand on rencontre quelqu'un, la personne, c'est elle qui s'accapare tout l'espace. Des fois, oui, il y a des personnes qui sont super intrusives. Et ça, d'ailleurs, j'en parlerai dans pas longtemps, c'est un signal d'alerte qu'il ne faut surtout pas ignorer. Quand vous rencontrez quelqu'un qui prend tout votre espace, qui est là tout le temps, c'est pas bon. C'est ni bon ni pour vous, ni pour lui ou pour elle, ni pour votre relation future. Pourquoi? On a besoin de prendre le temps de se connaître. On a besoin de connaître l'autre, de le découvrir ou de la découvrir dans sa réalité, dans son quotidien, avec ses amis, dans ses études ou bien dans son job, dans ses moments de stress, dans ses moments de conflit avec sa famille, avec ses amis, parce que c'est là où vous allez réellement découvrir les facettes de cette personne-là. Il y a aussi le facteur de l'âge qui est très important. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as moins de 25 ans, on va dire moins de 26 ans, c'est tout à fait naturel de vivre ces premiers moments où on est très euphorique, très excité, dans le sens où, voilà, on ressent des sensations qu'on n'a jamais ressenties avant, on a l'impression qu'on a envie de voler, qu'on peut voler, que c'est magique, qu'il y a beaucoup de signaux, que c'est peut-être la personne de notre vie. Et honnêtement, je vous encourage à vivre ça. Vraiment. Je trouve que c'est des émotions qu'on gagnerait tous à ressentir parce que c'est beau et ça nous fait grandir. Mais ne volez pas trop haut. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne prenez pas trop d'altitude, restez près de la terre et de temps en temps revenez-y et posez-vous toutes les questions que l'on s'est posées durant ce podcast jusque-là. D'ailleurs, je vais vous parler dans pas longtemps des signaux d'alerte qu'il ne faut surtout pas ignorer, comme
la manipulation, la jalousie, le fait d'avoir des types de fonctionnement complètement différents, langage d'amour, etc., etc. J'y reviens dans un instant. Autant c'est important de vivre ces très belles sensations et ces émotions qui sont nouvelles, mais autant c'est important de garder les pieds sur terre dans le sens où, en tout cas, une rupture reste une rupture et les fins de relations, elles restent toujours très douloureuses. Mais on va dire que pour un peu amortir la chute, on peut un peu, pas se préparer, mais ça veut pas dire que bien sûr toutes les relations finissent mal, mais dans le sens de avoir un minimum de conscience avec soi, de se parler, de se dire où est-ce que j'en suis. Parce qu'il y a quelque chose aussi que je voulais un peu discuter aujourd'hui dans cet épisode, c'est que malheureusement on n'en parle pas assez, mais il y a dans beaucoup de relations, surtout quand une personne est encore très jeune, elle manque de maturité, il y a de l'abus. Oui, il y a de l'abus, il y a de la violence, il y a de la violence physique, il y a de la violence verbale, il y a de la manipulation, il y a, il y a des viols aussi malheureusement. Et c'est des choses dont on ne parle pas, de par la culture dans laquelle on est et de par le fait que, surtout quand, dans la plupart du temps, ça arrive bien évidemment aux femmes, bah, la première chose qu'on va lui dire, c'est que tu sortais avec lui, c'était ton copain. Donc, et ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui à l'époque me mettait hors de moi, mais avec de la maturité, j'essaie de plus réfléchir à comment on pourrait changer les choses. Mais je me dis, en quoi le fait qu'une jeune fille euh, découvre ou bien explore, on va dire, le fait de rencontrer une personne, d'apprendre à la connaître et tout ça, justifie le fait qu'une personne puisse se comporter mal avec elle. Si t'as pas le consentement de quelqu'un, t'as pas le consentement de quelqu'un, même pour de la violence verbale, même pour, en fait, pour la moindre petite chose. Et je vois que c'est quelque chose qui n'arrive pas qu'au Maroc, mais même à l'étranger. J'ai beaucoup de patientes qui vivent à l'étranger et qui, elles aussi, ont vécu la même chose, ils ont rencontré leur mari actuel à un âge où elles étaient jeunes, où elles se sont mariées et tout. Plus on avance dans la thérapie, et plus, voilà, elles finissent par se confier en me disant qu'il y avait des violences verbales, qu'il y avait des violences physiques depuis qu'elles étaient toutes jeunes. Et depuis qu'elles ont commencé à fréquenter cette personne-là, qu'il y avait aussi du viol, mais qu'elles se sont jamais senties légitimes d'en parler parce que pour elles disent pas en tout cas, et j'espère qu'elles pensent pas qu'elles méritent ça parce que personne ne mérite de subir de la violence et personne ne mérite que l'on puisse le forcer à faire quelque chose, mais que pour elles méritaient pas d'être écoutées, elles méritaient pas d'avoir la parole et elles méritaient pas de se dire oui, j'ai été victime de ça et je dois en fait briser le cycle maintenant. Mais c'est important de prendre la parole. En tout cas, en faisant ces épisodes-là, en créant ce podcast, en mettant en place ce podcast, il y a énormément de messages que j'ai envie de transmettre. Et j'essaie d'y aller mollo mollo en douceur parce que je sais que c'est des sujets pas évidents. Mais en tout cas, j'avance aussi à mon rythme. Mais ayant été longtemps dans l'humanitaire, j'ai été tout le temps confrontée à l'injustice. J'ai été tout le temps confrontée à des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, de violences verbales, de violences physiques, d'injustice, etc., etc. Et on sait malheureusement qu'il n'y a aucun système de protection derrière. Et je trouve que franchement, dans le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore un système assez costaud et assez solide. Mais on espère qu'un jour, il y aura quelque chose d'assez sécurisant pour que ça puisse permettre aux victimes de prendre la parole et de ne pas se sentir seules. C'était important pour moi de parler de ce point-là parce que choisir son partenaire, c'est très important. Parce que comme ça peut être la personne la plus adorable, la plus bienveillante, la plus douce et la plus, on va dire, compréhensive sur Terre, comme ça peut être quelqu'un de super malveillant, ou ça peut être aussi une femme,
ça arrive aussi à des hommes d'être tombés sur des femmes qui sont manipulatrices, qui sont malsaines, qui sont toxiques. Ça, voilà, personne n'est à l'abri, mais c'est très important pour moi de parler de ce genre de choses parce que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez incompris, si vous sentez que vous êtes en train de souffrir ou vivre une relation qui vous fait énormément de mal, prenez la parole. C'est très important. Il y a aussi un point qui est très important et auquel en fait on ne fait pas assez attention. C'est l'impact des croyances et des schémas personnels. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a des modèles hérités de famille? Très souvent, à l'époque, quand je travaillais encore je recevais encore des couples, il y avait un sujet qui revenait très souvent, c'était moi, j'ai vu mes parents vivre comme ça et franchement, je vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Ça, c'est un point très important parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et qui ne se sont jamais posé la question de est-ce que le modèle de mes parents est un modèle sain? On va le rappeler encore une fois, on n'est pas là pour critiquer de comment nos parents ont vécu, mais on n'est pas non plus pour reproduire certaines choses. On n'est pas là non plus pour faire d'un modèle le modèle en fait sur lequel je vais calquer ma propre relation. Parce que quand on est dans ça, on prédéfinit la relation, on prédéfinit de comment va fonctionner un couple et on prédéfinit même comment mon partenaire doit être. Et ça, c'est injuste. Je ne peux pas faire de quelqu'un, le prendre et le placer dans une configuration qui était préétablie dans ma tête parce que moi, je veux reproduire un schéma qui pour moi est familier et sécurisant. Parce que déjà, ce que vous avez vu ou bien ce que vous avez cru voir, ça c'est très important. Jamais, et vous pouvez être sûr que jamais vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se passait exactement entre vos parents. Si tout vous paraissait parfait, c'est parce qu'ils faisaient en sorte à ce que tout paraisse parfait. Et si, bien sûr, c'était conflictuel, vous allez jamais comprendre pourquoi c'était conflictuel. Et franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre affaire, ça ne vous regarde pas. C'est pas du tout la responsabilité d'un enfant de se dire pourquoi mes parents c'était comme ça et pourquoi c'était pas comme ça. Vous n'êtes pas à leur pied, vous n'êtes pas un médiateur, vous êtes leur enfant. Donc, essayez de ne pas avoir cette responsabilité parce que, en tout cas, ce n'est pas constructif et ça ne vous fera mener nulle part. Donc, revenons à ce point des modèles hérités. Donc, revenons à ce point des modèles hérités de l'enfance. Il y a ça, il y a aussi les rôles dans le couple. Il y a très souvent des femmes qui, sans pour autant en fait se poser la question si vraiment c'est quelque chose d'enrichissant ou pas, ou de constructif dans son couple à elle, mais dans sa tête, son mari, ou bien en tout cas son partenaire de vie, il doit se comporter de telle manière à ce que, je sais pas, par exemple, c'est lui qui doit tout le temps payer les factures sans pour autant qu'elle soit au courant de rien du tout, ou bien faire les courses, ou bien etc. Je dis pas qu'il faut pas. Je le répète encore une fois, chacun a un droit de vivre comme il veut, mais c'est des choses que vous gagnerez à discuter avec votre partenaire. Peut-être que lui, c'est pas comme ça qu'il conçoit les choses, ou bien peut-être que lui, il avait hâte un jour de rencontrer une partenaire avec laquelle il va peut-être discuter de tout et de rien, de se sentir soutenu. Donc, c'est important de discuter ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà préétabli. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, ah mais non, mais, enfin, je pense. Vous pouvez pas rencontrer quelqu'un et lui dire, ah mais non, mais si toi tu vas pas faire ça et ça d'emblée, c'est même pas la peine qu'on aille plus loin. Comment vous pensez que cette personne va se sentir? Dans la même chose pour vous, si par exemple vous êtes une femme et vous allez rencontrer un homme qui va vous dire: «Ah non, mais si toi, tu vas pas d'emblée t'occuper de ça et de ça et de ça, sans pour autant que moi je sache, ça sert à rien du tout qu'on continue de discuter». Comme vous allez vous sentir femme objet, l'homme aussi peut se sentir un homme objet. On parle beaucoup plus du fait que les femmes se sentent objets, mais on parle pas assez des hommes qui se sentent objets, parce qu'eux aussi, ils peuvent être utilisés. Et moi, franchement, j'ai l'impression que si on en est arrivé là, et je reviens à tout ce que je vous ai dit au tout début de l'épisode en vous disant, est-ce que vraiment de nos jours c'est devenu tel qu'on le voit dans le sens où
les hommes ont peur de l'engagement soi-disant et que les femmes, elles tiennent à leur liberté, c'est que on a tellement été dans de la prédisposition, on a tellement préétabli certaines relations sans pour autant donner la chance à l'autre de nous découvrir et qu'on se laisse la chance à soi de découvrir l'autre, qu'on est tombé dans ce type de, de relation ou bien on est tombé dans des cas de figure pareils. Pourquoi on ne ferait pas les choses comme nous, on a envie de les faire? Pourquoi on resterait pas authentique? Pourquoi on vivrait pas des relations qui nous ressemblent pour attirer des gens qui, eux aussi, peut-être voient la vie comme nous ou bien qui sont prêts à apprendre à vivre autrement que comment ils vivent ou bien qu'on puisse se compléter et qu'on puisse peut-être, voilà, construire une vision de la vie qui est plus ou moins équilibrée. On sera jamais pareil, en tout cas, c'est pas le but. La différence, c'est ce qui fait la richesse d'un couple, mais se rejoindre sur énormément de points. Pourquoi ce serait pas possible? Moi, je pense qu'on peut. On peut parce que bien évidemment, ça va être un travail. On peut parce que bien évidemment, on est capable de communiquer. On veut comprendre. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes. Moi, j'ai vu ces derniers temps qu'il y a plein de gens qui ont lancé leur podcast. Tant mieux, super. J'espère juste que le contenu sera constructif. J'espère juste que le contenu fera écho en tout le monde, que ça nous fera réfléchir, que ça nous fera avancer. Voilà, et que ça nous fera grandir dans le bon sens. Que ça ne sera pas juste ce qu'on appelle une culture du vide, qu'on va pas parler que pour parler, qu'on va pas faire du contenu que pour faire rigoler les gens ou bien pour raconter des histoires insignifiantes et pour que à la fin tu te dises OK, qu'est-ce que j'ai appris de ce podcast ou qu'est-ce que j'ai appris de cet épisode que j'ai regardé? Bon, rien, pas grand-chose à part que j'ai bien rigolé. Franchement, on devrait arrêter avec ce type de contenu parce que j'ai l'impression que c'est en train de prendre énormément d'ampleur et que derrière tout ça, on perd des heures et des heures pour que à la fin, on n'ait pas vraiment cette impression qu'on est en train d'évoluer. J'ai abordé le tout dernier point de cet épisode aujourd'hui et qui est l'importance de l'intuition et du temps. C'est-à-dire, écoutez-vous. Ça, je vous le répète à chaque fois, mais je pense que je le répéterai autant que je peux. Écoutez-vous dans le sens où ne vous mettez pas dans le rush. Ne vous dites pas j'ai une deadline ou bien tout ce que je veux c'est me marier, tout ce que je veux c'est fonder ma famille, etc., etc. Assurez-vous de regarder qui est à vos côtés. Mais vraiment, retournez-vous et regardez la personne de temps en temps et vous dites mais qui est vraiment cette personne? Honnêtement. J'ai très souvent reçu des femmes qui, au bout de plus de 20 ans de mariage, ont eu des réflexions du type mais en fait, je ne connais pas cet homme avec qui je suis. J'ai pas l'impression de le reconnaître. Ou bien, je pense que je ne l'ai jamais connu. Et je pense qu'au fond, c'est vrai. Parce que si on se lance dans une relation, on se lance dans un mariage dans lequel on est juste focus sur le fait de se marier, de faire des enfants, etc. Et d'un coup, quand les enfants sont là, c'est bon. Ça part dans tous les sens et on est tellement dans les responsabilités qu'on s'en oublie jusqu'au jour où ces enfants grandissent. Et après, la personne, elle a le temps, elle a l'espace pour pouvoir penser un peu à elle et à tout ce qu'elle a pu accomplir et à la personne qu'elle est devenue maintenant. Et là, grosse déprime. Grosse déprime parce qu'on a l'impression qu'on a perdu des années de sa vie, qu'on s'est sacrifié, que ces enfants pour qui on s'est sacrifié, ils sont pas là ou bien ils sont pas assez reconnaissants. Et là, on devient cette personne qui a besoin d'attention, qui en demande, mais qui est frustrée et qui a l'impression que tout le monde est contre elle, etc., etc. Je pense que ce schéma-là, on le connaît tous et toutes. Mais comment éviter ça? C'est le point de départ. C'est avec qui je vais construire ma vie. Qui est ce partenaire ou cette partenaire? Qui est ce compagnon de route avec qui je vais faire du chemin et avec qui je vais construire énormément de choses? C'est important de se poser des questions pareilles, d'avoir des réflexions pareilles. Et ne vous dites pas que c'est pas possible. C'est possible. Je vois tout le temps des personnes qui se sont choisies pour les bonnes raisons. Je vois tout le temps des personnes qui se sont aimées pour les bonnes raisons. Des personnes qui se soutiennent, qui grandissent ensemble. Je les vois et c'est beau à voir. Des personnes qui se disent « Moi, je pars en thérapie, toi aussi tu pars en thérapie et on va être ensemble pour les bonnes raisons. » Et qu'ils évoluent dans leur travail, qu'ils évoluent dans leur vie de famille, qui, avant de décider de faire un enfant, ils se posent les bonnes questions, qui deviennent de merveilleux parents et qui continuent tout le temps à travailler sur eux. Et ils se disent que
C'est la plus belle chose qu'ils ont pu faire pour eux, c'est d'apprendre à se découvrir, c'est d'apprendre à aimer sainement leur partenaire parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est aimer sainement leurs enfants et d'être aimés par leurs enfants d'une manière très saine aussi. Et c'est possible. Moi, quand je me suis lancée dans cette aventure de podcast, je me suis dit, OK, pourquoi tu le fais? Et c'est pour ça que ça m'a pris 2 ans, je pense, avant de le lancer. C'est parce que je voulais m'assurer que j'allais pas le faire que pour le faire. Franchement, si c'était que pour le faire, je l'aurais pas fait. Mais je voulais m'assurer que j'avais assez de raisons, mais vraiment assez de raisons, pour commencer quelque chose dans laquelle je vais m'engager peut-être même à vie et dans laquelle je serai la plus authentique possible et qui sera en fait, ce podcast pour moi, c'est une aventure dans laquelle et durant laquelle je grandis. Et j'espère que je serai de plus en plus une meilleure version grâce à tout ce travail que l'on fait tous ensemble, à tout ce qu'on partage ensemble, à la communauté que l'on est pour le moment et qui grandira petit à petit. Mais le plus important vraiment pour moi, c'est que on puisse se dire que c'est possible de grandir, que c'est possible d'évoluer, c'est possible d'aller vers quelque chose qui est sain, vers quelque chose qui va effectivement changer les choses, qui va briser les cycles, qui va nous faire libérer de ces schémas qui sont dysfonctionnels et voilà, et qui ont déjà causé du tort auparavant, mais qui causeront plus du tort dans le futur. Donc si j'ai parlé de tout ça, c'est en liaison avec l'intuition. L'intuition, c'est cette voix au fond de vous qui vous parle, qui parfois vous rassure, qui parfois vous dit de vous faire attention. Et cette importance de l'intuition, elle est primordiale dans le sens où, vous savez, ça arrive à tout le monde de se dire, mais si je m'étais écoutée, j'aurais dû arrêter la relation à ce moment-là, je savais que ça allait se terminer comme ça, je savais qu'avec cette personne, j'allais pas faire ma vie. Cette phrase, je l'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis, ok, si on sait au fond de nous, bah, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'âge par rapport à nos expériences, mais je pense qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment plus répéter les mêmes cycles, si vous voulez vraiment plus vous retrouver dans les mêmes schémas, bah, il faut changer la façon de faire, il faut écouter son intuition. Et ton intuition, rappelle-toi, elle est basée sur tes expériences. Donc si elle te dit non, 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 et si tu sais qu'au fond de toi, c'est juste peut-être le plaisir du moment, le désir, l'impulsivité, cette pulsion qui te prend par les tripes et qui te dit vas-y, fais-le, c'est bon, il n'y a qu'une seule vie. Combien de fois j'entends ça aussi? Essaie de penser après. Essaie de ne pas penser au moment. Essaie de te dire que qu'est-ce que je veux dans ce après? Si tu ne veux rien, franchement, vas-y, hein, amuse-toi, j'ai envie de te dire. Mais si tu penses que ce moment dans lequel ou pour lequel tu vas craquer va te coûter quelque chose de ton avenir, bah, pense-y 2 fois avant de le faire. J'ai parlé de l'importance de l'intuition et du temps. Pourquoi le temps? Parce que si on ne prend pas assez le temps, mais quand je dis le temps, ça veut dire que c'est pas une question de prendre 10 ans avant de connaître quelqu'un. Non. Franchement, moi, je crois en le fait que comme 6 mois peut suffire pour connaître quelqu'un, comme 5 ans ne peut pas suffire pour connaître quelqu'un. Quand je dis le temps, c'est par rapport à vous, comment vous vous sentez. Si 1 an ne vous suffit pas, ne vous en voulez pas. C'est que c'est pas encore suffisant. Et si 6 mois vous suffisent, c'est que c'est bon. C'est très lié, c'est pour ça que je les ai unis tous les deux. C'est pour ça que j'ai réuni l'intuition et le temps parce qu'ils sont vraiment très, très, très souvent reliés dans le sens où chacun, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit très souvent autour de nous, chacun en fait a son rythme. Et il ne faut pas juger, il ne faut pas culpabiliser. Si vous avez besoin de plus de temps, ça ne veut pas dire que la personne, c'est pas la bonne. Peut-être que vous avez encore pas mal de choses à apprendre. Et si vous sentez que c'est bon, que c'est ça et tout ça, juste assurez-vous que c'est pas le rush. Assurez-vous que vous n'êtes pas impatient. Assurez-vous que tout ce que vous le faites vraiment pour les bonnes raisons. Mais généralement, ce que je vois autour de moi, c'est que si on se pose cette question constructive de se dire, ok, ce qui m'intéresse, c'est vraiment commencer l'aventure avec cette personne, partager mon quotidien avec cette personne, créer quelque chose avec cette personne, ou bien ce que je veux, c'est statut. C'est ce qu'il y a autour. C'est ce que les gens pensent, ce que ma famille pense, mes amis pensent, la société pense. Posez-vous cette question honnêtement. Parce que avant de la devoir à l'autre, vous la devez à vous. Et je pense que tout au long de cet épisode, je vous ai
mis en avant énormément de situations dans lesquelles il y a des personnes qui, malheureusement, ne sont pas posées les bonnes questions et qui n'ont sûrement pas eu l'opportunité, ni la chance, ni l'occasion de se poser les bonnes questions, d'être accompagnées, d'être soutenues, d'avoir aussi en fait le choix. Oui, parce que c'est une question de choix, il faut se le dire, de prendre le temps, de se dire est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que moi je suis bonne aussi pour cette personne-là? Est-ce que moi je suis the right one? Mais, mais malheureusement, ce n'est pas des questions qu'on est très souvent amené à se poser. Mais quand on prend le temps et quand on s'unit pour les bonnes raisons, dites-vous que ça ne tient pas qu'à vous ou qu'à cette personne, mais il y aura des enfants peut-être après vous. C'est des générations après. Et je pense qu'on le voit tous quand on remarque que ces traumas qui ont été causés par une enfance ou par des conflits parentaux ou par un problème de communication, quand on voit aussi qu'il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants ou bien qu'ils ont été absents et dont les enfants ont subi de la maltraitance, qu'ils ont subi des attouchements, des violences de la part de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un du personnel. Oui, parce que c'est à cause de ça aussi. Parce qu'un couple qui communique, un couple qui sait où il va, il sait ce qu'il fait. Moi, je vais très loin, peut-être, oui, mais c'est ce que je vois tous les jours à travers mon métier. Je vois que quand on travaille sur la solidité d'un couple, c'est un partenariat, c'est une union. Et un bon partenariat, une bonne union, elle fait en sorte à ce qu'on ait une bonne structure, une bonne institution du mariage. Le reste, il sera solide. Il y aura de bonnes bases. On pourra toujours parler. Ça sera une safe place. Personne ne se sentira jugé et on pourra toujours se soutenir et se serrer les coudes. Donc oui, pensez à tout ça. Je vous ai peut-être mis trop la pression, mais je préfère avoir un discours pareil dans le sens où on réalise à quel point c'est une grande responsabilité de choisir un partenaire qui nous mérite, mais que l'on mérite aussi. Parce qu'il ne s'agit pas toujours que de l'autre, il s'agit souvent de nous aussi. On est très souvent aussi la mauvaise personne. On peut causer du tort sans le vouloir. Donc, essayons de faire écho en nous, essayons d'être plus responsables et essayons de faire les choses différemment. Voilà, c'est la fin de cet épisode-là. En tout cas, j'étais super contente de vous retrouver. J'espère qu'il fera écho en vous comme tous les autres. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci et comme à chaque fois, prenez bien soin de vous. À la prochaine!